Bien, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus assister à cette rencontre. Très grand merci à Marion Zilio d'avoir accepté notre invitation à venir nous parler de son livre des larves dans le cadre de Cité Philo 2022. Et merci beaucoup, enfin, au Musée d'Histoire naturelle de Lille de nous accueillir aujourd'hui. Marion Zilio, tu es docteur en esthétique, sciences et technologies des arts. Tu es enseignante. Tu enseignes actuellement à l'université Paris 8 et à l'ESSAB de Rennes. Tu es également critique d'art et commissaire d'exposition indépendante. Tu as participé à plusieurs ouvrages collectifs scientifiques ainsi qu'à des monographies et des catalogues d'expositions nombreux. Tu es l'autrice d'un premier livre, un essai intitulé Face World, le visage au XXIe siècle, publié aux Presses universitaires de France dans la collection Perspectives critiques en 2018. Ton deuxième ouvrage, qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, et dont le titre complet est Le livre des larves, comment nous sommes devenus nos proies, apparu en septembre 2020, toujours au... Ah, ouais, oui. 2020, pas 2022, oh, pardon. toujours au PUF et toujours dans la collection Perspectives critiques. Ce livre des larves, publié, donc, comme on l'a dit, il y a un peu plus de 2 ans, relève donc de l'actualité éditoriale, mais les analyses que tu y développes rejoignent également le thème de cette 26e édition de Cité Philo, à savoir nous vivants, autour d'un certain nombre de questionnements et d'enjeux contemporains. Je rappelle qu'on aura, après la rencontre, une demi-heure pour que vous puissiez poser vos questions à Marion Zilio. Pour commencer, je partirai de l'idée que le sujet de ton livre des larves est peu commun, en un sens peu commun, et sans doute notre public n'a pas l'habitude d'entendre parler des larves. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous rappeler ce que c'est qu'une larve ? Bien, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être si nombreux et nombreuses ici présents, puisque c'est un sujet, enfin une thématique effectivement qui ne fait pas forcément l'unanimité, on pourra en discuter. Donc et merci aussi beaucoup Thibaut pour cette invitation, puisque c'est toi qui as soufflé ce livre pour que nous puissions en parler 2 ans, 3 ans après son écriture, donc parfois la mémoire revient lentement. Donc la question, quelle était-elle déjà, pardon ? Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler ce que c'est qu'une larve ? Donc je précise déjà que je ne suis pas entomologiste. Donc s'il y a des entomologistes dans la salle, si je commets un impair, on en discutera. Je dirais pour commencer que c'est la forme juvénile d'un insecte, donc d'un insecte à métamorphose complète, donc la larve, et cette étape où justement au sortir de l'œuf, on a une espèce qui n'est non reproductible, c'est-à-dire qui n'a pas d'organe de reproduction, qui va passer par une étape intermédiaire que l'on va appeler, selon les espèces, chrysalide, nymphe, pupe, cocon ou fève par ailleurs, pour ensuite atteindre cet état qualifié de parfait par Carl von Linné, cet état qualifié de vrai, ou encore d'imago selon le terme technique donné par les entomologistes. Donc voilà, la larve, c'est cet état qui est la prémisse en fait de cette vie de l'insecte. Je précise déjà pour commencer que il y a quelque chose d'assez étonnant sur cette histoire de larve, c'est que on ne se rend pas compte en fait à quel point cette vie, cette existence larvaire peut parfois durer bien plus longtemps que la vie à l'état de l'insecte
adulte, fini, parfait. Par exemple, vous connaissez certainement des cigales qui peuvent vivre jusqu'à 4 ans à l'état larvaire pour vivre seulement 2 à 3 semaines à l'état adulte, ou encore certaines cigales, on va dire, de saison qui peuvent vivre jusqu'à 17 ans à l'état larvaire. Les papillons que l'on appelle des éphémères, qui vivent parfois quelques heures ou quelques jours, du fait justement de ce temps très court qu'on a donc appelé éphémère, vivent pendant presque 2 ans, 3 ans à l'état larvaire sous l'eau. Et donc ce qui est intéressant d'emblée, c'est qu'on se rend compte que cette période-là a été complètement occultée à la fois par pas mal de scientifiques qui ont considéré que cette vie était inexistante pratiquement, et puis aussi par le commun des mortels, puisqu'on n'a pas forcément conscience de cette vie-là larvaire. Donc, pour reprendre, donc une forme juvénile et également un état masqué. Et là, je me permets d'emblée d'embrayer un tout petit peu sur cette diapo ici. Donc, larve, larva. Ce mot qui signifie masque désigne l'état où l'insecte se trouve lorsqu'au sortir de l'œuf, il est, pour ainsi dire, masqué sous sa première forme. Et en fait, ce qu'il apparaît, c'est que la larve signifie également le masque. Et donc là, on voit vraiment ces 3 étapes. Comme je le disais, il va y avoir pour l'étape de la chrysalide différents termes et on se rend compte qu'il y a d'emblée aussi une hiérarchie. Par exemple, les lépidoptères, les papillons, on va appeler l'étape intermédiaire une chrysalide, alors que pour les coléoptères, on va appeler cela une nymphe. On pourra discuter aussi d'où proviennent ces termes. Pour les mouches, les diptères, donc à 2 ailes, on va appeler ça une pupe, donc cette étape intermédiaire. Et pupe vient de pupa, qui signifie poupée. Et vous allez voir qu'il y a toute une histoire. En fait, moi, c'est plutôt cette histoire-là qui m'a intéressée. C'est comment il y a une hiérarchie dans le vivant et entre les vivants qui s'établit justement avec ces étapes intermédiaires. Mais je vais m'arrêter là pour la première question. Tu as parlé donc de cette forme ultime, ou en tout cas jugée telle de la larve qu'on a appelée, qui s'appelle imago, du sens du mot larve qui signifie aussi le masque. Alors peut-être pour poursuivre sur ces questions, ton premier livre, donc paru en 2018, s'intitulait Face World, le visage au XXIe siècle. Le visage, les larves, au premier abord, il semble difficile de se figurer 2 objets de pensée plus éloignés l'un de l'autre. Donc ma question, ce serait comment tu en es arrivé à partir d'un premier livre sur le visage à travailler sur les larves? Oui, alors là, je dois admettre et avouer qu'à l'origine, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait en fait une continuité mais très cohérente finalement, mais des fois on fait les choses et puis on comprend plus tard. Il se trouve que ce livre des larves, je voulais l'écrire lorsque j'étais adolescente, donc dans des phases aussi de passage, de transition, etc. Et que la question du visage est arrivée beaucoup plus tardivement. Évidemment, dans le livre Face World, la question du masque ne pouvait pas être occultée. On ne va pas en parler maintenant, mais il est vrai que le terme même de visage dans plusieurs langues, en grec, dans des langues africaines, etc., signifie également masque. Il n'y a pas de différence. Et là où d'un coup, moi, je me demandais qu'est-ce qui se passe, c'est que le terme imago signifie aussi le masque. Et donc j'avais une espèce de triangulation, de chiasme comme ça, entre les larves qui veulent dire masque, l'imago qui veulent dire masque, et puis un lien entre la larve et le visage que tout semble effectivement opposé. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait une sorte d'altérité radicale à l'humain avec cette figure de la larve qui a été encore une fois aussi pour moi une manière d'embrayer un cheminement de pensée. Alors je ne savais pas trop où j'allais aller exactement, mais après c'est vrai avoir écrit un livre sur le visage qui parle aussi évidemment du portrait comme étant en fait ce moment où l'espèce humaine s'est un peu concrétisée à travers son identité, à travers son portrait, etc. Et ça a façonné un peu la gloire et la suprématie de l'humain. Revenir sur cette figure jugée un petit peu abjecte de la larve me permettait d'inverser, si vous voulez, le triangle, l'entonnoir comme ça, pour aller bien penser les humains à partir de cette figure d'altérité radicale. À la fin de ton livre, à la page des remerciements, tu restitues quelque chose qui...
s'est passé, que tu as fait au tout début de ton travail d'écriture sur ce livre, à savoir les premières impressions de tes proches, lorsque pour la première fois tu leur as dit voilà, je travaille sur les larves. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots des réactions qu'à ce moment-là tu as recueillies? Oui, alors bon, comme je vous le disais, ce livre sur les larves, je l'ai eu en tête, dans un petit coin de ma tête pendant de très nombreuses années. Et lorsque j'ai mis un point final à FaceWord, donc en 2018, pratiquement le jour même, j'ai eu envie de poursuivre avec ce livre des larves. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai posé la question donc à mes proches, mais aussi à beaucoup d'inconnus, puisque mes proches, donc bon, ma famille, on pourra en discuter à un moment, mais les gens, vous savez, donc je suis critique d'art et commissaire d'exposition, donc je travaille beaucoup avec des artistes qui ont des imaginations un peu farfelues. Mais ce qui me plaisait, c'était aussi de poser la question à de parfaits inconnus en soirée, et je leur demandais comme ça, un peu entre 2 bières, et pour toi, ça t'évoque quoi le terme de larve? Et alors, la première réaction, c'est quoi? Donc, en fait, déjà, les gens n'ont pas l'habitude à ce qu'on leur parle de ça. Larve, en fait, je me suis rendu compte que c'est un terme qui n'a pas de rime, comme par ailleurs les termes de pauvre, de monstre, de belge, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de termes qui sont déjà un petit peu marginalisés, mais c'est pas pour dire du mal de nos amis belges. Mais donc, les larves, les gens me parlaient des larmes, etc. Donc, c'est un mot qui, d'emblée, n'a pas de rime, donc n'a pas forcément de résonance avec le monde. Et puis, donc là, les réponses que j'ai un petit peu, de façon très arbitraire, classifiées en 5 catégories, on va dire. Première catégorie, c'était le dégoût. Larve d'emblée, enfin, je ne sais pas, peut-être vous-même, vous faites une idée de ce que ça peut être. Donc, on me disait, c'est informe, c'est gluant, c'est blanc, c'est molâtre, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. C'est première, voilà. Deuxième catégorie de personnes qui spontanément me disaient les larves, c'est le côté larvaire de ne rien faire. C'est le côté cocon, c'est le côté je ne fais rien, c'est cette espèce un peu d'état larvé. Il ne se passe pas grand-chose, donc encore une fois, une dimension assez négative. Troisième type de réaction, les gens pensaient à la mort, au fait d'être dévorés par des larves, des asticots, ce genre de choses. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a une sorte de jugement de valeur qui s'insunit, parce que la mort, on dit beaucoup que c'est un sujet tabou, mais on pourra aussi en discuter. C'est un sujet qui est mis de côté. Dans le cadre d'une discussion sur nous vivants, la mort peut être aussi un sujet passionnant. Quatrième point, que je ne perde pas le fil, donc le dégoût, l'état larvaire, la mort, la métamorphose. Donc là, il y a pas mal de personnes qui ont évidemment senti venir le côté phase, le côté transformation, le côté transformation complète aussi. Donc la métamorphose, c'est un gros sujet aussi qui est assez passionnant. D'ailleurs, c'est le thème de l'expo. J'ai vu sur l'affiche en arrivant ici. Malheureusement, je n'ai pas vu l'expo. Et cinquième type de réponse, c'est mais pourquoi faire un livre ou une recherche sur les larves? C'était en fait en soi un sujet inintéressant, un sujet boring, comme on dit, un sujet qui ne mérite pas d'être pensé. D'ailleurs, Buffon, ce naturaliste, disait que, pour se moquer d'ailleurs de Réaumur, que les mouches ne doivent pas occuper l'esprit d'un naturaliste. C'est quoi exactement la phrase? Je ne l'ai plus trop en tête, mais si tu la retrouves, je veux bien que tu me la dises. Qu'en gros, on ne doit pas mettre sa pensée dans ce genre de sujet qui, en fait, n'occupe pas de place dans le monde. Et c'est vrai que quand on vient de la philosophie, on a vraiment une réflexion sur la question de l'humain, de sa place. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les sciences civilisées. Et à l'inverse, on va produire d'autres types de sciences, l'anthropologie, l'ethnologie et ce genre de sciences pour les sujets qu'on va considérer subalternes, les sauvages, ce genre de choses. Et là encore, je trouvais que ça devenait un point d'entrée passionnant pour examiner un sujet qui ne semblait pas l'être à notre époque. Ne t'embête pas, on retrouvera peut-être plus tard. À partir de ces 5 groupes de réactions, bon, on constate que les larves ont d'ordinaire plutôt mauvaise réputation, qu'elles nous inspirent ordinairement un sentiment de dégoût, entre autres. Et cependant, tu écris l'horreur à leur égard ne réside pas tant dans l'idée de décomposition, mais dans celle de la perte ou du manque d'individualité.
Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée, cette affirmation? Ouais, alors là, on rentre directement, on va dire, un peu dans le dur. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'avez compris, je m'intéresse un petit peu à l'histoire des mots, des insectes. Insectum, le terme vient de sécarer, de couper. Les entomologistes, l'étymologie vient également de ça, de cette idée de couper, alors que les humains sont des individus, des indivisibles, qu'on ne peut pas couper sans qu'ils perdent leur qualité, leur identité. Et j'avais le sentiment, en fait, lorsqu'on aborde la question de la mort, on pourra peut-être aussi y revenir, puisque une partie des rituels funéraires viennent justement de cette séparation entre les vivants et les morts, que lorsqu'on se faisait dévorer, c'était pas tant ce dégoût de la décomposition qui inquiétait, mais plutôt le fait que ce qui allait disparaître, c'est ce jeu, cette individualité, ce moi, qui avait été sacralisé pendant des siècles et avait constitué ce qui fait fondamentalement l'humain. Donc je répondrai ça un peu rapidement, sauf si je vais un peu trop vite sur la question, mais peut-être je pense qu'on va y revenir. Pour développer cet aspect et peut-être partir d'un exemple un peu plus imagé, tu cites à la fin du livre Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles, le personnage de la chenille. I knew who I was this morning, but I've changed a few times since then. Pardon pour l'accent. Je savais qui j'étais ce matin, mais j'ai changé un certain nombre de fois depuis lors. Et dans ton texte, l'idée d'une identité individuelle stable, aux contours bien délimités, quelque chose que tu mets constamment en question, commencé qui se jouait dans Face Word aussi, dans le livre sur les visages. Voilà, et qui est une continuité entre tes deux textes. Alors, est-ce que par rapport à ce livre-là, tu pourrais nous en dire plus sur la façon dont la larve, parmi les vivants, est un type d'être vivant qui nous invite particulièrement à repenser de manière critique la catégorie de l'identité? Alors, bon, là, j'ai pris une image un peu rapide, elle est pixelisée et on voit le chat. Mais normalement, dans l'histoire écrite par Lewis Carroll, elle est face à la chenille qui est sur son champignon avec son narguilé. Et la chenille demande à Alice donc qui tu es. Et elle est là, je ne sais plus qui je suis. J'ai grandi et rétréci tellement de fois depuis. Elle est à la taille des plantes. Elle est immense, rappelez-vous. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que cette multiplication des échelles, des points de vue, des états ont fait qu'effectivement, elle ne sait plus qui elle est. Les termes d'un poème qui lui demande de réciter par la suite n'a plus la même signification, avec cette idée évidemment que l'identité n'est pas stable, qu'elle traverse des échelles, qu'elle traverse des temporalités, etc. Et j'aimais bien justement ce petit passage parce que c'est vrai que les références sont assez multiples et les registres aussi de références sont aussi assez bigarrés. Et il est vrai que dans cette idée-là, il y avait une volonté de déconstruire le concept d'identité, qui est un concept qui est surtout là pour contrôler, assigner, réduire dans un pli ou en tout cas dans une catégorie une particularité de l'identité d'un individu. Et la larve, en fait, permettait de passer, d'être toujours dans un processus, dans une transformation, dans des phases qui ne s'arrêtent pas. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des philosophies un petit peu différentes qui sont plus dans le devenir et d'autres dans l'être, plus dans les porosités, et je pense qu'aujourd'hui on y songe beaucoup, et d'autres plus dans le donner, dans le figé, etc. Voilà. Une autre notion que tu articules à celle d'identité et qui est beaucoup questionnée dans ton texte, c'est celle de sujet ou de subjectivité, à laquelle tu associes régulièrement la question du point de vue. Et il m'a semblé, en te lisant, que c'était l'un des fils conducteurs, l'un des aspects vraiment importants de ton livre. Donc cette articulation, d'une part le fait d'être un sujet, et d'autre part le fait d'être visible ou voyant, cette question de la vision, de la visibilité. Et par ailleurs, tu montres que pour apparaître, les hommes, autant que les autres animaux, ont besoin de masques et de camouflage.
Alors, comment on peut comprendre ce paradoxe apparent, le sujet qui serait d'un côté, du côté de la visibilité, de la vision, et par ailleurs, qui aurait besoin de masques? Alors, rappelez-vous la définition de la larve, je dis mode d'existence juvénile, mais surtout le masque. Et je vous remets la petite phrase. Donc ce mot qui signifie le masque, donc qui n'a pas droit à une théorie de la vision, tandis que l'insecte adulte, c'est, comme vous le rappelez, l'imago. Et quand on revient sur l'histoire de ce terme imago, on se rend compte que l'homme a été créé à l'image de Dieu, de cette figure de l'imago. Et donc il y avait comme ça, toujours en dialogue avec mon précédent livre, un rapport où effectivement les humains se sont énormément pensés à travers le visible, à travers une exacerbation de ces sens-là. Et donc il y a ceux qui ont droit à une image et celles et ceux qui n'y ont pas droit. Et dans les recherches que j'avais menées dans mon précédent livre, comme je vous le disais, il y a vraiment une symétrie des termes de masque et de visage. Et le masque, à l'origine, n'est pas masquant. Le masque, en fait, permet de se révéler, d'endosser d'autres types de personnalités, d'aller dans une sorte de multiplicité. Et par ailleurs, ce qui apparaissait aussi, c'est que l'espèce humaine est la seule espèce qui n'a pas de faculté de camouflage. L'espèce humaine semble d'emblée être prise dans un rapport au voir. Foucault en parle en disant que la visibilité est le piège. Et j'avais comme ça un peu le sentiment aussi avec cette idée qu'on vit constamment derrière des vitrines, derrière des réseaux sociaux où on doit performer son soi, son self, etc., qu'il y avait quelque chose où on pouvait aussi endosser des masques, se sentir caché, se sentir camouflé, mais en fait se révéler autrement que certaines assignations identitaires dans lesquelles on voulait nous caser, en fait, nous mettre. Donc, passer par le masque, c'est cacher un certain mode de visibilité pour en endosser un autre, tout simplement, pour le dire rapidement, quoi. Je pense en t'écoutant à quelque chose dont parlait Chantal Jacquet hier donc dans le cadre de Cité Philo sur l'odorat et la vue qui, dans une certaine tradition de pensée, dans une certaine histoire de la philosophie, avait été un sens prééminent, valorisé au détriment des autres et notamment de l'odorat. Alors, comme tu parlais donc de cette idée, l'homme dans la Genèse, dans la Bible, créé à l'image de son créateur, de ce rapport entre la vision, la visibilité et le fait d'être un sujet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ton livre des larves l'idée que cette prééminence accordée à la vue, accordé à ce sens-là, avait joué un rôle dans ce grand récit de la domination des hommes sur le reste de la nature ou dans une certaine idée anthropocentrée de l'homme? Oui, oui, un peu comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il semblerait que tout ait été organisé pour que on s'affirme et on apparaisse au monde. Et c'est vrai que l'espèce humaine s'est vraiment concrétisée à travers cet organe. Si vous reprenez un petit peu l'histoire de l'art, il y a toujours les yeux, à l'époque médiévale en Occident, qui sont énormément développés. Et petit à petit, on s'est bien rendu compte que notre espèce n'est plus capable de sentir correctement, de jouer sur ses autres sens. Aussi par rapport à des notions de distance, de pouvoir aussi percevoir, etc., à distance. Et oui, ça a participé à cette prééminence de l'humain, mais là où il y a une pirouette qui est assez intéressante, moi qui m'a beaucoup intéressée, c'est que je me suis rendu compte que ce privilège de l'apparaître, des parures qui nous font, de ces apparats qui nous font apparaître, de ces apparats qui nous font apparaître, de ces appareils qui nous mettent en scène, etc. Donc cette faculté-là qu'on a réservée à l'humain, d'être dans la parure, dans l'ornement, en fait, était
aussi tout à fait envisageable du côté de d'autres espèces. Et l'espèce humaine a toujours considéré ces organes de l'apparaître, comme par exemple les zébrures d'un zèbre, ou les ocelles des papillons, etc., comme ayant une finalité, on va dire, liée à la survie, liée au fait de se cacher, de se camoufler. Mais on peut aussi considérer qu'il y a un débordement d'images, et ça, Roger Quayer en a beaucoup parlé, qui font qu'en fait, toute espèce est un petit peu narcissique, a en tout cas un petit peu envie de se présenter au monde. Donc, d'une faculté que l'on ne croyait être que notre privilège, comme d'habitude, hein, le langage, la raison, les émotions, etc. Petit à petit, on élargit le spectre en se disant qu'effectivement, les animaux sont aussi doués de ces facultés-là, jusqu'aux larves blanchâtres qui finalement, dans leur manière d'être, développent aussi des façons de se présenter d'une certaine manière au monde. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais il y avait tout ça qui se jouait aussi au fil des pages et des recherches. Dans ce qu'on pourrait appeler la dramaturgie de ton essai, il m'a semblé que Descartes incarnait de façon récurrente la figure de l'ennemi, l'adversaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons de cette opposition au philosophe du cogito, qui pourtant écrivait en 1619 « Larvatus prodeo, je m'avance masqué ». Oui, alors c'est vrai que cette expression que j'ai un petit peu découverte sur le tard, je dois l'admettre, m'a posé quelques questions. Donc en vérité, les commentateurs ne sont pas tout à fait certains de comprendre l'origine, mais c'est plutôt des conflits religieux, de contexte historique, etc. Mais pour revenir à Descartes comme ennemi, plusieurs points. C'est vrai que la théorie de Descartes, qui est fondée sur une sorte de dualisme, a énormément exacerbé cette coupure entre d'un côté l'âme, de l'autre côté le corps, la res cogitans, qui est justement définie par quelque chose d'indivisible, lié à une certaine unité, à une certaine substantialité, au moi, au je, à quelque chose qui va venir comme ça façonner les contours d'une identité humaine, par opposition à tout ce qui est décomposable, donc l'insecte, insectum qui se coupe, etc., et qui du coup est une sorte de non-vie, de non-être, de quelque chose à la lisière entre deux choses. Donc il y avait ce dualisme cartésien qui évidemment devait être remis en question parce qu'il nous coupait du monde, il nous coupait de la nature, et c'est un enjeu qui aujourd'hui tend à être complètement remis en question, puisque il y a le sentiment que l'humain s'est vraiment éloigné, a mis à distance une nature, et lui serait dans la culture. Et puis d'un autre côté, ce qui apparaissait, puisque donc moi je viens plutôt des images, de l'art, etc., c'est que sa théorie arrive un petit peu aussi au moment où il y a ces appareils, ces machines de vision, comme par exemple la perspective. La perspective, vous savez, c'est l'idée d'un point de vue qui va avoir une vue justement un peu complète sur un tableau. Et à partir de ce dispositif-là visuel de contrôle, un petit peu panoptique de tout ce qui se voit sur la scène, eh bien, on va avoir un sujet un petit peu universel qui va apparaître, lié à cette question d'un point de vue. Et suite à quoi, en fait, beaucoup de philosophes et beaucoup de philosophies un peu classiques vont enrouler la plupart de leurs théories pour justement essayer toujours de resserrer la question du moi, cette question unitaire qui, à l'origine, n'avait pas du tout cette notion-là. Par exemple, quand je vous disais que le terme de masque et de visage avaient la même signification dans différentes langues. Chez les Grecs, prosopon, donc le terme qui a donné par la suite chez les Latins la persona, il y avait vraiment cette idée donc que c'était la même chose, que le masque révélait, mais on aurait proposé à un Grec la théorie du cogito ergo sum, il n'aurait rien compris, puisqu'il n'y a pas d'intériorité pour les Grecs. C'est vraiment une construction qui s'est façonnée au cours du temps. Et donc c'était aussi ça que je souhaitais déconstruire, c'est de montrer que ce qui nous paraissait inné, universel, comme une donnée, donc on a un moi, on a un je, on a une intériorité qui va du coup être refusée aux autres espèces. On leur refuse un jeu, on leur refuse une subjectivité, était en fait une construction qui avait une histoire. Par exemple, donc je vous parlais des Grecs, mais on sait que par exemple les premières religions monothéistes, pour révoquer les polythéismes ambiants, ont commencé à mobiliser le un. Puis par-dessus cela, on a eu tout un tas de truchements
attachements comme ça historiques qui n'ont cessé en fait de hypostasier une sorte de moi, encore une fois avec ses contours figés. Donc la larve, encore une fois, me permettait d'infléchir une autre position où le concept d'identité, on le dit, concept fait pour contrôler, assigner, mais en fait ça n'est pas du tout ni inné ni universel. Pour en arriver à une autre dimension de ton texte, et une dimension importante parce que c'est ce à quoi on est confronté en ouverture. Les organes de l'apparaître et ces fameux masques. Pardon, je me sers d'images pour raconter d'autres histoires, mais ici on a ce fameux 5 têtes de mort. Donc nous, effectivement, on y voit ici une tête de mort, ici nos petits copains gendarmes. Mais ceci est un autre sujet, pardon. Revenons. Pour aborder la dimension plus personnelle, si on peut dire, de ton texte, ou plus directement personnel, le livre commence par donc quelque chose qui ressemble à une évocation personnelle, qu'on pourrait dire autobiographique ou d'apparence autobiographique. Ma mère, mon frère, la narratrice s'exprime ou tu t'exprimes à la première personne. Ces éléments ensuite disparaissent, en apparence du moins, et reviennent nettement plus tard, vers la fin du livre. Alors, pourquoi avoir choisi de commencer par là? Pourquoi ensuite avoir laissé en apparence ça de côté, y être revenu plus tard dans la structure du livre? C'était un piège, hein. Comme je vous disais, c'était un livre que je voulais écrire plus jeune, et j'avais écrit une phrase. En fait, la première page du livre, c'est vraiment un peu ce que j'avais écrit plus jeune. J'ai presque envie de vous lire un petit bout, un petit passage. Donc, le titre s'appelle « Pourquoi ma mère a-t-elle élevé une larve ?» Donc, mais je m'entends très bien avec ma famille, hein. Tout va bien, et tout le monde savait que j'allais écrire ce bouquin. Donc, ça commence en disant: en entreprenant de vous conter les étranges événements qui émaillent l'histoire de ma famille, je suis obligée de remonter un peu en arrière, c'est-à-dire de commencer par quelques détails biologiques sur l'un de ses membres. Cette histoire a germé comme une nécessité alors que j'étais adolescente, dans cette phase de passage entre deux états. La fin est connue d'avance. La larve, si infâme soit-elle, se métamorphose en imago, stade adulte d'un développement en plusieurs phases. Cette larve, ce n'est pas moi, mais mon frère. Quiconque a un jour rencontré mon frère admettra que la comparaison n'est pas dénuée de sens. En revanche, il doutera de l'issue escomptée. Oui, mon frère est une larve indifférente, molle et blanchâtre, de la plus basse espèce. Larve, il jouit de sa condition larvaire. Son existence est parasitaire et se développe lentement au détriment des autres espèces qui s'agitent autour d'elle. Les membres de ma famille incarnent ces autres espèces. Notre foyer en est l'écologie principale. Alors évidemment, je n'ai pas de compte à régler, effectivement, comme je le disais. J'ai un peu réécrit, hein, j'avoue, j'écrivais pas, j'allais dire aussi bien, j'écrivais pas comme ça plus jeune. Mais je voulais inventer cette histoire. Mais ce que dit aussi ça, c'est que nous sommes d'autres espèces qui grouillent aussi. Je dis ce n'est pas moi, mais en même temps, regardez, je me suis rendu compte en arrivant que je m'étais habillée en blanc, avec ce côté un peu cocon comme ça. Pour moi, la larve, c'est un peu l'héroïne de l'histoire. Et je pense qu'il y avait aussi la volonté, donc je vous l'ai dit, c'est un piège de raconter une histoire où les gens s'imaginent qu'ils vont lire une histoire d'un drame familial où je dis du mal de ma famille. Mais en fait, il y avait aussi l'idée que dans une fratrie, il y a des espèces d'altérité, de porosité qui se mettent en place. Et je voulais faire des espèces de zoom, dézoom, puisqu'après on passe directement à autre chose, où on ne sait plus trop si c'est une fiction, quelle est la place de ce frère, est-ce que c'est vraiment mon frère, est-ce que c'est pas plutôt une altérité, et donc voilà, je voulais d'emblée créer une espèce de trouble. Et alors ça revient à la toute fin parce que les gens veulent savoir, ils me demandent tout le temps, alors votre frère, mais en fait il existe sans exister, il est là juste pour inquiéter. C'est cet homme qui est remis aussi beaucoup aujourd'hui en question, avec des discours
discours un peu écoféministes, cette figure un peu blanche et patriarcale, etc. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil à mon frère qui effectivement a un comportement qui très jeune m'avait donné envie de... On est très proches en fait en termes d'âge, et c'est vrai que les enfants qui naissent ou qui ont des jumeaux se construisent les uns par rapport aux autres. Dans une famille, on se construit les uns par rapport aux autres. Il y a aussi cette idée qu'une identité, elle est toujours prise par les membres d'un foyer, etc. Donc c'était un peu pour générer cette espèce d'écosystème. On lui donnait une ambiance un peu biographique, tout en étant en fait contre le jeu par ailleurs, mais voilà, je me mettais un peu en danger. Donc, la narratrice ou toi commence par... ou un point de vue extérieur. Voilà, En fait, tout discours qui soit scientifique, on se rend compte qu'il est aussi lié à une époque, et d'un certain point de vue, tout discours a une objectivité qui est liée à celle d'un moment, d'un régime du vrai ou du faux. Donc tout est potentiellement lié à une fiction, en fait. Et c'était aussi ça qui m'intéressait, de mettre en scène plus que de l'énoncer. Donc c'est bien des fois de faire un petit peu des rencontres comme ça pour que je me justifie, mais... Voilà, pardon. Cette mise en scène donc, du livre commence par le frère, comparé à une larve qui jouit de sa condition larvaire. Et plus tard, vers la fin du livre, tu écris « Mon frère pourrait être un Grégor Samsa, l'anti-héros dépeint par Franz Kafka dans La Métamorphose ». Le roman de Kafka, La Métamorphose, s'achève sur l'image de Grete, la sœur du défunt Grégor. Est-ce qu'il serait pertinent de lire les pages les plus apparemment personnelles de ton livre comme une sorte de réécriture de La Métamorphose de Kafka du point de vue de la sœur? Alors, quand j'étais plus jeune, du coup, je venais de lire La Métamorphose de Kafka qui m'avait beaucoup plu. L'histoire, pour vous la remettre un peu en tête, c'est vrai que d'un coup, Grégor Samsa, qui en fait gère toute sa famille, se transforme en une espèce de Cléopâtre. Et puis au début, la sœur le nourrit, et puis petit à petit, toute la famille en a un peu honte, le laisse dans la chambre, et puis finalement, il se retourne, plus personne n'est là pour le remettre sur ses pattes, et puis en fait, on l'oublie, et puis il meurt. Mais ce qui s'est passé, c'est que toute la famille a été aussi... s'est activée, en fait. C'est transformé au regard de cette altérité, c'est transformé au regard de ce personnage inquiétant qui est à l'intérieur du foyer. Encore une fois, c'était pas vraiment ça, moi, que j'avais en tête. En tout cas, peut-être je me bataillais avec, mais il ne s'agit pas de parler de ma propre métamorphose ou de celle de ma famille, mais peut-être aussi d'un état du monde. Encore une fois, il y a ces espèces d'histoires de zoom. Qui est ce frère, qui est cette narratrice, quelle est cette dimension d'altérité bizarre qui en fait peut transformer tout le monde. Et si on essaie de mettre ça à un niveau presque ontologique, c'est-à-dire à un niveau de réflexion sur ce qu'est l'être, sur ce qu'est l'individu aujourd'hui dans un contexte où on considère qu'il faut aussi changer nos manières d'être parce qu'on fait face à ce qu'on appelle l'anthropocène, donc cette période où les activités humaines ont bouleversé la géologie, c'est-à-dire avec le réchauffement climatique, l'acidité des océans, etc. Il fallait peut-être nous-mêmes changer sa façon de se penser en tant qu'espèce humaine au regard de quelque chose de monstrueux. Et cette chose monstrueuse, c'est la larve, c'est ce temps dans lequel on est, où la question de la survie est à repenser, et la question d'acter notre métamorphose est une nécessité aussi. Tu as employé le mot anthropocène à plusieurs reprises dans le livre des larves. Tu sembles formuler certaines réserves à l'égard de ce terme et également d'un autre terme qui est le mot écosystème. Et voilà, pour quelles raisons, d'où viennent ces réserves? Alors, bon, je pense qu'il y a beaucoup de penseurs, penseuses qui mettent en réserve ce terme. Donc, anthropocène, ça se fonde sur l'anthropos, donc qui est l'humain.
Par exemple, Anat Singh a proposé le terme de plantationnocène, donc cette idée où le monde commence à être manipulé par l'espèce humaine à un moment de cette période néolithique où on commence à domestiquer les plantes et les animaux, et donc du coup on a une action sur la terre. Donna Haraway a parlé de Chultsen pour déplacer le débat en faisant intervenir cette petite araignée qui s'appelle Chulu, etc. Donc beaucoup surtout des femmes d'ailleurs, beaucoup de penseurs et penseuses ont commencé à considérer que laisser Anthropos, donc, qui est cette terre géologique où les activités humaines bouleversent voilà, la Terre, sa façon de réagir, était compliqué, problématique, parce qu'on remettait au centre de l'histoire un personnage qui finalement se positionnait toujours comme le garant de l'équilibre universel. C'est aussi un petit peu poursuivre la vision d'un humanisme où l'humain se met dans une sorte de suprématie sans comprendre qu'il était peut-être justement là le problème. Donc il y avait déjà une réserve, moi je le dis en d'autres mots, je ne sais plus trop comment, mais ça reprend quand même d'une certaine manière cet héritage-là de toutes ces femmes ou tous ces hommes aussi qui considèrent qu'il faut faire quand même attention avec les termes qu'on emploie. Et pour le terme écosystème, là pareil, selon les auteurs, autrices, il y a différentes manières d'appréhender la question. Bon, encore une fois, je l'ai dit, moi je l'ai écrit ce livre en 2019, donc j'ai plus tout en tête, mais il me semble qu'il y avait aussi cette idée que, donc on a parlé de la coupure, un peu liée au dualisme cartésien, entre un jeu, entre donc la culture, une nature, etc. Donc l'idée de mettre en opposition ce que l'on peut être, mais aussi ce jeu. C'est-à-dire que l'écosystème est considéré encore une fois comme quelque chose d'un petit peu inerte, et peut-être qu'il faudrait envisager notre identité, je vous disais, il faut la repenser, peut-être dans une question où le monde devient, nous sommes une partie de ce monde, mais du coup, il y a une subjectivité, une environnementalisation de la subjectivité, une subjectivité tout ça pour dire qu'il faut peut-être aussi considérer qu'il y a de la subjectivité dans tout ce qui façonne l'écosystème, des bactéries, pourquoi pas les atomes. En fait, élargir vraiment tout ce qui a droit ou non à une qualification une présence active, douée d'une certaine subjectivité qui reste à définir. Oui, de là que ce terme de subjectivité au début de ton texte est l'objet de certaines critiques, enfin de démarches qui visent un peu à le déconstruire ou à le relativiser, alors qu'à la fin du texte, quand il s'agit de défendre que nous ne sommes pas les seuls êtres à être doués d'un point de vue, à être sujets, là c'est un terme qui est connoté différemment. Est-ce que d'ailleurs c'est même... Voilà, il faut déconstruire pour reconstruire aussi. Enfin, c'est à quoi nous appelle un peu notre époque. Montrer qu'il y a des choses qui paraissent évidentes et qui en fait s'inscrivent dans une histoire où il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, d'idéologies qui sont véhiculées sous couvert d'une forme d'objectivité, etc. Et pourquoi pas après les reprendre, mais en les chargeant, en les déchargeant et en les rechargeant. Alors il y a des mots qui deviennent presque interdits, c'est-à-dire que quand on commence ce jeu, chaque mot a tellement d'histoire que le mot âme, en fait, il connote ça, le mot sujet, il connote ça. Donc, au bout d'un moment, on ne peut plus parler parce que tous les mots sont trop chargés. Donc, après, il faut les reprendre et les charger autrement, peut-être. Alors, pour revenir plus directement, peut-être, aux larves, tu montres qu'elles ont pu être parfois à l'origine de découvertes ou d'hypothèses scientifiques concernant l'espèce humaine. Et notamment, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rapport entre l'axolotl et l'hypothèse de la néoténie? Alors l'axolotl, c'est la petite bestiole que l'on voit ici à gauche, que vous connaissez peut-être, les mangas l'utilisent beaucoup, c'est cute. Voilà. Donc l'axolotl a créé un espèce de problème, notamment dans les muséums d'histoire naturelle, parce que Cuvier considérait que c'était un reptile qui se rangeait dans la classe du tableau des reptiles douteux. Pourquoi ? Parce que c'est une larve, en fait. Vous voyez, les larves peuvent prendre différentes formes. N'oubliez pas, les étoiles de mer ont des larves, les oursins ont des larves. Il y a beaucoup d'espèces, en fait, on n'a pas conscience, mais elles ont un état larvaire avant, qui peut durer bien longtemps. Bref, l'axolotl, qui est une petite bestiole, qui est souvent au Mexique, dans des lacs, etc., devient à la fin, ce qu'on voit
à droite, c'est-à-dire une salamandre tigrée qui vit non plus sous l'eau, mais sur terre, qui a des paupières, qui a qui ressemble plutôt à la forme aquatique qui est connue. Et alors, ce qui se passe, c'est que dans les années au milieu du 19e siècle, d'un coup, il y a quelqu'un qui se rend compte que dans les aquariums, eh bien, il y a des axolotes qui peuvent soit se développer sur une forme adulte, donc qui va passer sur terre, la salamandre, soit rester comme dessous à l'état larvaire, mais quand même se reproduire. Et là, ça a créé un gros doute parce que normalement, une larve ne peut pas se reproduire, n'a pas d'organes de reproduction, etc. Et donc, en fait, on va voir ça aussi avec des grenouilles. Et donc, apparaît un terme un peu barbare qui s'appelle la néoténie. Néo de nouveau, ténie, d'étendre. Et en fait, c'est l'idée de retenir la jeunesse dans un processus adaptatif parce que changement climatique, voilà, les espèces, comme vous le savez, ne sont pas figées, elles aussi évoluent. Et suite à cela, il y a d'autres chercheurs qui ont commencé à émettre l'hypothèse que l'humain était peut-être aussi une espèce néoténique, et c'est-à-dire donc une espèce qui, à l'état larvaire, avait eu la possibilité de se reproduire. Alors là, ça va se justifier par différentes histoires. Donc, moi, j'aime bien les histoires, vous avez compris. Et en l'occurrence, vous savez, il y a cette expression qui dit que l'humain est nu comme un verre, et pourtant on est tout le temps appareillé de prothèses, de vêtements, de techniques, etc. Donc il y a deux histoires, je vais vous raconter une puis une deuxième qui va me permettre de dire ça. Par quoi je commence? Bon, je vais commencer par... excusez-moi, je regarde ce qui est le plus pertinent hiérarchiquement parlant. Pourquoi est-ce que cette idée d'humain comme larve est apparue ? Parce que, par exemple, on a commencé à se dire, oui, c'est vrai que une larve, normalement, quand elle éclot de son œuf, les parents ne sont plus là, elle est autonome d'emblée, elle sait où manger, elle sait quoi faire, etc. Un bébé, vous le laissez sans entretien, il meurt d'emblée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce qui, visiblement, n'est pas achevée quand elle naît. On n'a pas de dents, on a la fontanelle qui est toute molle, il n'y a pas de rigidité musculaire, on n'a pas de poils, voilà, il faut attendre pratiquement 2 ans. Donc ça, c'est un peu les espèces mammifères qui sont comme ça, mais notamment l'espèce humaine. Et donc certains ont commencé à dire, mais oui, mais lorsqu'on est devenu bipède, eh bien, le bassin de la femme s'est un peu rétréci, et donc on est sorti au bout de 9 mois, alors que la gestation, normalement, devrait être de 18 mois, pour justement que l'on puisse développer ce qui se passe cette fois-ci ex nutero. Donc ça, c'est un premier élément qui a commencé à mettre en doute un petit peu le fait qu'on sortait un peu trop tôt, donc on sortait un état inachevé, ce qui est très problématique dans l'esprit humain, parce que ce qui est inachevé... Ouais. Et puis de là, en fait, il y a un deuxième discours, c'est ce que j'ai appelé le grand récit occidental de la technique, qui vient se greffer par-dessus. Et là, vous connaissez certainement le mythe de Prométhée. Donc Prométhée, vous savez, c'est le frère d'Épiméthée. Épiméthée, dans la mythologie grecque, c'est ce qui est lié à cette fameuse boîte de Pandore. Je vous la fais courte, mais en gros, il donne, Épiméthée, à tous les animaux, toutes les espèces. Tiens, toi, tu auras des poils, toi, des griffes, toi, des dents, toi, machin, toi, tu voles. Et à la fin, il a tellement distribué tous les attributs que pour l'humain, il ne reste plus rien. Et donc l'humain, pauvre petite chose, n'a pas de griffes, n'a pas de poils pour se protéger du froid, n'a pas des dents à serrer pour couper, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a son frère Prométhée qui arrive et qui dit, t'inquiète, j'ai trouvé une solution. Il va voler le feu à l'Olympe, et le feu, il le donne aux hommes. Et grâce à Prométhée, eh bien, l'espèce humaine, ayant le feu, commencer à cuire ses aliments, à se chauffer. Et à partir de cette histoire-là, commence à se mettre en place le fait que le feu, c'est la technique, c'est la culture, c'est ce qui va nous permettre de devenir humains, puisqu'on refuse aux autres espèces la possibilité d'avoir de la technique. Et donc ce grand récit occidental, je le répète aussi, de la technique, va conduire et appuyer l'idée d'une certaine suprématie de l'humain qui mobilise des outils, etc., à défaut des autres espèces qui du coup n'auraient pas d'outils.
Et en même temps, cette thèse néoténique qui va être mobilisée par énormément de chercheurs. Moi-même, dans FaceWord, j'utilise cette question-là de Prométhée, c'est-à-dire que le visage est toujours appareillé, des photographies, des machins. Nous-mêmes, on s'habille, on se maquille, on devient ce qu'on est à travers toutes ces techniques, toutes ces cosmétiques, tous ces apparats. Donc, va être appuyé par Lacan, par Bernard Stiegler, par ce genre de personnes. Il y a aussi un problème à tout ça, c'est comme je viens de le dire, c'est que ça accrédite encore une fois l'idée que l'humain devient humain à travers la technique, alors qu'en fait on pourrait aussi considérer que la technique n'est pas quelque chose de l'ordre du non-humain, du non-être, mais une sorte de symbiose avec nous, c'est-à-dire une sorte d'organisme un petit peu extériorisé qui va nous permettre d'avoir dans un jeu comme ça de symbiose, de domestication réciproque, permettre aussi à l'humain de se façonner. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de l'axolote, la petite histoire de cette question de la néoténie qui embraye sur l'idée que nous sommes toutes et tous des larves. Tu parlais d'évolution et d'adaptation, et dans le livre tu mentionnes Darwin à plusieurs reprises, et à un moment donné tu expliques en quoi l'évolution n'implique pas nécessairement ou pas seulement les idées de compétition et de progrès, notamment en mentionnant certains types d'espèces vivantes spécifiques, commensales ou mutualistes. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce point ? Les commensales, les mutualistes, ce sont ces fameux parasites qui ont soit des activités de symbiose, soit qui prennent sans donner en retour, comme les commensales et des choses comme ça. Mais attends, c'était quoi le début de la phrase déjà ? Parce que je voulais partir sur autre chose. L'idée que l'évolution... Ah oui, l'évolution Darwin. Pas nécessairement... Alors, Darwin, en fait, ce que l'on sait, c'est qu'il arrive à un moment à se trahir un petit peu lui-même. C'est-à-dire que c'est le premier, en fait, à dire qu'effectivement, il n'y a pas d'évolution où on commence avec des organismes un petit peu simples et on culmine vers cet ultime chef-d'œuvre complexe, ultra évolué que serait donc l'espèce humaine. Darwin explique que quand il y a des évolutions, elles peuvent être... en fait, il peut y avoir des évolutions régressives. C'est-à-dire on peut perdre des attributs parce qu'en fait, on est mieux adapté. C'est lorsque, en fait, Darwin, qui, en fait, vous le savez, était quand même un peu un aristocrate qui véhiculait dans une couche de l'ère victorienne un petit peu privilégiée, au contact de Spencer, a commencé à intégrer à ses ouvrages par la suite l'idée qu'il y aurait une sorte d'évolutionnisme, comme on parle d'évolutionnisme ou de darwinisme social, avec la survie des plus aptes. Et donc, toute cette idée de sélection naturelle, artificielle, dont la seule finalité, on s'en rend compte aujourd'hui, a une incidence aussi économique, etc. Donc, oui, donc enfin, c'est une interprétation donc de l'évolution appliquée à la société qui va ensuite produire certains résultats politiques, économiques, mais dans le vivant, l'évolution, ça peut être aussi la coopération, ça peut être aussi... La coopération, la régression, la perte de certains... En fait, beaucoup de scientifiques considèrent que la réussite évolutive, ce sont les bactéries qui étaient présentes et qui ont été les premières formes vivantes sur Terre et qui nous poursuivront bien plus tard. Vous savez que nous sommes constitués de plusieurs variétés de bactéries à l'intérieur de nous, sur nous. Donc c'est pour ça encore que le concept d'identité, de moi, de je est un peu remis en question parce que nous sommes d'emblée multiples. On est juste une petite chose comme ça dans le livre des espèces humaines, mais oui, il y a effectivement toutes ces questions, comme tu le disais, de parasitisme qui sont à la source de l'évolution. Donc un parasitisme, c'est l'entrechoquement de différentes espèces qui vont donner lieu à d'autres espèces encore. Je voudrais Sans idée de valeur, encore une fois, c'est surtout ça sur quoi il faut insister. Puisque, évidemment, dans le darwinisme social, tout ça va être repris par la suite, comme vous le savez, avec des théories de race supérieure. Et là, on tombe dans les travers un peu nazis, d'eugénisme, d'espèces à éradiquer, alors qu'on voit bien qu'il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la sélection de parentèle, c'est-à-dire que dans le vivant, il y a aussi dans l'idée de réussite d'espèces, l'idée que ça va réussir aux espèces à côté, en fait, et non pas que sur l'espèce en particulier. Donc c'est ça qu'on appelle aussi les sélections de parentèle.
aborder des questions qui ont trait à la forme de ton ouvrage et au travail d'écriture que tu as entrepris sur ce livre des larves. Alors, c'est un livre qui contient de nombreuses descriptions très, très visuelles, par exemple d'œuvres ou d'objets artistiques ou d'espèces vivantes. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la façon dont tu as procédé pour écrire ce livre et sur la place que les images ont occupée dans ton travail d'écriture? Ouais, c'est vrai que bon, contrairement à Faceword, la méthodologie était très différente, très intuitive. Donc là, le livre se compose de 3 livres, c'est écrit. Et lorsque je l'écrivais, donc de façon forcément non linéaire, je l'ai pensé un peu comme une cartographie. Je vous parlais de zoom, des zooms, mais moi-même, en fait, j'ai plusieurs écrans et je suis toujours sur un rapport où il y a toutes les pages qui s'affichent. Et ce que je faisais, c'est qu'il y avait énormément d'images. Bon, malheureusement, elles n'y sont plus parce que je n'ai pas fait de demande de droit. Mais les images étaient là sans que je les commente. Elles étaient là parce que, en fait, moi, je viens des images. Donc, pour moi, elles sont aussi importantes qu'un livre et elles me permettent d'aller... je pense avec elles, en fait. Je pense à travers leur forme, etc. Donc là, par exemple, c'est vraiment... Je tapais le mot larve sur Google Images et c'est vrai qu'on voit tout ça. Et bon. Et donc oui, l'écriture de ce livre, elle s'est faite avec plein d'images. Il y en avait partout, partout, partout. Je les ai enlevées malheureusement, mais elles avaient une place aussi importante que le texte. Et encore une fois, vraiment avec cette idée qu'il y avait une cartographie, ce qui donne aussi à l'ouvrage une appréhension particulière parce qu'il ne suit pas vraiment les protocoles académiques. Déjà, c'était pas très linéaire. Les paragraphes comme ça bougeaient. Les registres, le corpus en fait mobilisé est très éclectique, avec des choses qui vont de l'ordre de la mythologie, en passant par des films, des BD, Alice au Pays Merveille, etc. Donc ça donne une impression un peu chaotique, un peu informe, mais je pense que c'est à l'image de la larve, c'est-à-dire de quelque chose qui ne peut pas être défini, quelque chose qui, ça serait de la trahir en fait que de vouloir lui mettre des contours très précis. Et donc la forme en elle-même participait de ce chaos, de cette impression d'insaisissable, de cette impression d'inachevé, de cette impression de gluant presque. Oui, donc au fond, il y a une affinité entre la forme très libre de ton livre qui fait se rejoindre des domaines a priori bien distincts, l'esthétique, la politique, l'entomologie. Le fait que tu mobilises à la fois dans ton écriture des outils philosophiques, conceptuels, mais parfois aussi des procédés plus littéraires ou plus métaphoriques, cette composition hybride, protéiforme, en fait, elle est directement articulée au thème de ton livre. Voilà. Concernant la manière d'écrire, les procédés d'écriture, tu accordes une place importante aux étymologies et aux associations sémantiques. Et y a plusieurs termes comme ça dont tu déplies minutieusement là où les multiples significations, psyché, humain, espèce, insecte, tu en as parlé tout à l'heure, ou nymphe. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce que l'examen de ces termes t'a appris? Bien, par exemple, psyché, en grec, qui signifie à la fois le souffle, mais aussi le papillon, m'a conduit sur toute une recherche. Est-ce que j'ai une image là, par exemple donc je présente Gina Payne. Ah, oui, voilà. Et qui signifie aussi l'âme. Pardon. Psyché, âme, souffle, papillon. Et dans toutes les civilisations, toutes les contrées, il y a cette idée qu'il y a une vie après la mort, où l'âme s'échappe du corps. Et dans de nombreuses croyances, que ce soit ici chez les Égyptiens ou dans les théories de réincarnation christique, etc.,
l'image de l'insecte a été un peu une image pour comprendre ce passage, c'est-à-dire que nous serions larves sur Terre, comme une espèce de chose un peu rampante, puis au moment de la mort, on repasse par cette étape un peu de chrysalide ou nymphe ou de deuxième cocon. Un peu, on passe de l'utérus à la mort dans le tombeau, on est cette image. Donc là, je vous montre par exemple ces espèces de momies qui font penser vraiment à des espèces de cocons. Et puis on renaît sous une forme ailée, on tend vers les cieux, etc. Donc l'imago, on revient sur cette espèce de puissance comme ça liée à l'image. Et donc voilà, juste en revenant sur ce terme-là, il y avait toute cette histoire qui se dessinait. Je pourrais raconter d'autres choses, mais je vais passer par exemple au terme de humain. Par exemple, humain, en fait, vous savez, ça vient de humus. Il y a aussi l'idée d'être humble dans ce terme-là. Et c'est vrai que les larves, en nous grignotant, font de nous un compost, nous remettent en fait à l'origine de ce que l'on est, c'est-à-dire de l'humus, de cette terre. Donc encore une fois, la question de l'identité peut se penser dans ce rapport où on n'est pas que dans notre individualité, notre corps, mais aussi dans un truc quoi. Les larves, bon, je l'ai dit, les masques, mais c'est aussi, là j'aime bien, c'est toi dans le sentiment des anciens Romains, les âmes des méchants qui erraient soit et là pour effrayer et tourmenter les vivants. Larva signifie proprement un masque, et comme autrefois on les faisait si grotesques qu'ils pouvaient épouvanter les enfants, on s'est servi de ce nom pour désigner les mauvais esprits, que l'on croyait capables de nuire aux hommes et que l'on l'appelait autrement les murs. Donc les larves vont aussi désigner les spectres, les fantômes. Dans l'étymologie, ce sont aussi les fantômes. Ce qui va donner lieu à, je ne sais pas si on a le temps de parler de tout ça, mais en fait modifier le droit romain. Le droit romain en fait fait face à un problème, c'est que dès lors qu'on est devenu sédentaire avec le passage néolithique, donc la domestication des plantes, des animaux, etc., eh bien on a commencé à enterrer nos morts à côté de la maison. Le problème c'est que c'était problématique, il y avait des épidémies, etc. Nos cultures qui ont généré tout un tas de cultes pour se protéger des nuisibles, ces larves et tous ces parasites, ont aussi tout un cheminement de pensée assez intéressant, mais je vais reprendre mon petit fil parce que sinon on ne s'en sort pas. Le droit romain. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on est devenu sédentaire, au néolithique, et que nos morts étaient par là, à des moments, on considérait que s'il y avait des problèmes, des puits qui faisaient qu'on avait perdu toutes les récoltes, c'était peut-être parce qu'il y avait eu un problème dans la façon dont les morts étaient territorialisés, socialisés. Il y a tout un tas de cultes et de rites funéraires qui se sont instruits à ce moment-là. Et on a considéré que s'il y avait des problèmes, c'est parce que le mort n'avait pas été correctement enterré, ou s'il y avait eu un suicide, des choses comme ça. Donc pendant longtemps, on s'en est protégé par des rites, des cérémonies, des sorciers, des sorcières. Hein. Et le droit romain s'est dit, on va faire quelque chose de très sérieux, on va mettre ça dans le calendrier, on va faire la fête des bons morts et la fête des mauvais morts. Donc les bons morts, c'est pour les pères, hein, parce que les esclaves, les femmes, les enfants n'y ont pas droit. Mais pour les mauvais morts, le 9 mai, date d'anniversaire de mon frère par ailleurs, on va... donc j'ai vraiment un frère, mais j'en ai pas qu'un. Donc on sait pas... on va faire des rites très particuliers, et notamment un rite funéraire qui était destiné aux patriciens, c'est-à-dire qu'on faisait un moulage, un imago, là encore il y a ce terme qui revient, avec de la cire, où on va prendre l'empreinte du défunt. Et normalement, l'invention du portrait émane de ça, sauf que chez les Égyptiens, par exemple, on enterrait ces portraits avec les momies, donc ils n'étaient pas censés être vus, c'était pour l'entre-deux-mondes. Mais les Romains ont commencé à garder ces imagos, ces masques de cire, dans les domus, dans les maisons, donc dans les vitrines, etc. Et puis cette image a participé à la gloire de la personne. D'ailleurs, la notion de personne s'entoure autour de celle de persona, donc tout est lié. Et donc voilà, ça a généré l'invention du portrait. Pline l'Ancien dit, en fait, le portrait est né de cette peur des larves qui sont les fantômes. Hein. Donc je m'arrête sur cette histoire, je pourrais continuer, mais je vais passer au deuxième mot qui était donc... Il y avait nymphe notamment. Ah, nymphe, c'est chouette. Nymphe, j'ai pas d'image. Bon, nymphe, je vous mets celle-ci. Non, je vais mettre celle-là. Non, je vous mets une image simple. Nymphe.
nymphes, donc pour les coléoptères, hein, la famille des scarabées et compagnie. Comme vous le savez, les nymphes, dans la mythologie grecque, on reste un peu chez nous, signifient ces espèces de déesses subalternes. Wikipédia le dit, c'est les déesses subalternes. Ce sont des jeunes filles en âge d'être mariées, mais un peu vierges, qui ne sont pas tout à fait... Donc, en fait, elles sont généralement, comme les sorcières, près des étangs, dans les forêts, dans les bocages, là où on met les fous, les hors-zones et tout ça. Et les nymphes, en fait, désignent un peu ce truc du désir. Et l'histoire dit qu'elles n'ont pas d'âme, mais pour en avoir une, il faut qu'elles s'unissent à l'homme. L'homme, pas l'humain. Et donc, on va commencer à développer toute une idée de la nymphomanie. La nymphomanie, c'est une compulsion sexuelle qu'ont certaines femmes à vouloir être dans le désir. Et en fait, ce qui apparaît aussi, donc il y a cette première histoire, c'est que la nymphe va être aussi le terme qui va servir à désigner les petites lèvres de la vulve, qui vont conduire à tout un tas de chirurgies, d'excision, de nymphoplastie, donc on coupe, on ampute les petites lèvres, parce qu'on considère encore une fois que c'est une zone problématique disgracieuse, alors qu'en fait c'est une zone de plaisir qui peut gonfler avec l'afflux sanguin. Et donc on voit bien que là il y a quand même quelque chose entre l'insecte, la nymphe, le sexe, le désir féminin. Et donc il y a aussi une histoire qui se lie à tout ça. Donc nymphomanie, nymphoplastie, nymphomania. Enfin, l'histoire n'est pas finie, mais je vais passer au dernier mot parce que comme ça, si vous voulez savoir, vous lirez le livre. Le mot espèce, parce que insecte, tu en as parlé tout à l'heure. Espèce, c'est vrai que c'est lié dans son étymologie à ce qui est vu, à ce qui est regardé. Et donc, vous savez qu'en taxinomie, donc cette science qui va désigner, classer les insectes par forme, ressemblance formelle, etc. On va commencer à dire, toi, tu fais partie de cette espèce parce que tu ressembles à toi, etc. Mais du coup, on voit bien que les apparences extérieures des insectes, des animaux, vont avoir que des rapprochements un peu formels et souvent très arbitraires aussi. Et aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a cet organe de la vue qui revient et qui va permettre d'établir comme ça des catégorisations. Il y a quelque chose qui est surprenant quand on lit ton livre, donc le livre des larves, c'est que pendant toute une première partie, hein, le livre 1, première partie du livre, les larves n'apparaissent pas ou très peu, il en est très peu question, en tout cas il en est peu question directement, et elles font une entrée en matière tonitruante et un peu effrayante au début du livre 2, lorsque tu évoques Death Control, la vidéo de Gina Payne. Alors, peut-être quelques mots sur cette vidéo, cette performance très impressionnante. Que je n'ai pas vue, donc c'est un peu compliqué. 74, donc Gina Payne, c'est une artiste un peu de la performance, un peu radicale, qui a fait plein pour dénoncer tout un tas d'enjeux. Par exemple, Santa et des lames de rasoir, nombril, les arcades sourcilières, etc. Mais quand elle fait cette performance, en fait, le titre, c'est Death Control, recouvert d'asticots, je vivais un temps posthume et frappais le sol avec mes poings. En fait, ça a vraiment généré... même pour elle, hein. Et parce qu'effectivement, on voit ces petits asticots qui tentent de rentrer dans les commissures des lèvres. Ça met vraiment les gens de façon très inconfortable. Encore une fois, pourquoi j'ai utilisé cette image? Parce que j'essaie de me dire, mais c'est quoi le lien entre les larves, masques, le visage, et puis boum, je tombe sur cette performance. Pour revenir, oui, c'est vrai que le premier livre n'aborde pas trop les larves, parce qu'en fait, avant de penser à un objet, il faut voir quelle va être la méthodologie. Et donc, après avoir raconté la première phrase, mon frère est une larve, nanana, deuxième page, je crois que ça commence. Diderot et d'Alembert, dans le 4e discours de leur encyclopédie rédigée en 1789, précisaient que pour étudier les insectes, il ne suffisait pas de les ramasser, de les collectionner, de les préparer, de les conserver ou de les épingler. Non, encore fallait-il les comparer, examiner leurs habitudes, noter les différences et les rapports entretenus entre les diverses espèces d'insectes, tenter de comprendre leur histoire, tel un pisteur traquant un loup. Initialement, observer n'est point capturer, mais veiller à la liberté des espèces sans altérer leur habitude, blablabla. Et là,
quand même, ce qui se passait, c'est que, on l'a dit, il y a ce rapport au visible qui est très présent. Moi, je venais donc de faire mon livre sur les visages, où il y avait toute une problématique d'être vu, se faire voir, et comment ça nous, par derrière, ça nous mettait un peu là. Et donc, dans ce premier livre, c'est un peu la société contemporaine au prisme de cette visibilité qui est aussi le piège, et comment on fait pour observer des espèces. Si nous sommes nous-mêmes des larves, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça aborde des questions liées à des algorithmes, à la société de surveillance, capitalisme de surveillance. Je parle d'aquarium, de comment en fait on contrôle du vivant. Donc c'est un peu cette vision de Descartes, hein, comme maître et possesseur de la nature. Mais en même temps, l'aquarium, quand ça a été inventé, qui est donc une machine de vision, on voyait quand même en face à face des poissons que l'on voyait toujours sous l'eau, etc. Et là, ça pouvait devenir des sujets. Et donc, voilà, je parle de tous ces dispositifs, de toutes ces machines de vision qui vont nous permettre d'appréhender nos objets. Et ce qu'on comprend, c'est que je ne parle pas tant de larves, mais de nous. C'est de ça à chaque fois que l'on parle. Donc oui, ça arrive plus tard, et aussi parce que, comme vous l'avez compris, j'ai pas écrit de façon linéaire, donc j'écrivais par-ci, par-là, tous les jours, je sais pas, je partais là, tac, et puis j'ai bougé au dernier moment mes livres. Je pensais mettre le premier livre à la fin, mais je trouvais ça plus problématique de le mettre au début, comme ça les gens qui s'attendaient à lire un livre sur le vivant et les larves, ben, en fait ils découvraient un truc d'algorithme, et comme ça c'est vraiment pour embêter tout le monde, quoi. Quelque chose qui est très important aussi, me semble-t-il, dans ton texte, notamment à la fin, c'est sa dimension plus politique. Tu écris notamment « Les larves et les parasites désignent les indésirables ». Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le rôle que joue cette figure du parasite dans ton livre, et plus généralement sur les enjeux politiques que cette enquête sur les larves te permet de faire apparaître? Ouais. Alors, comme je vous le disais au début, finalement, le livre m'a permis d'instruire une réflexion, on va dire, sur ces espèces de hiérarchie entre le vivant, les humains, les non-humains. Mais ce qui apparaît, c'est qu'au sein même des humains, il y a des hiérarchies. Et assez rapidement, on se rend compte que certains vont être désignés sous le terme de parasites, de larves, de personnes qui n'ont finalement pas trop droit au chapitre. Donc là, je vous ai mis une image du film Parasite, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui vit sous les sous-sols, qui va petit à petit, par des jeux de mascarade, de faux semblants, de feintes, intégrer la vie d'une famille de riches, pour le dire rapidement. Donc, ce qui est marrant, c'est que là, on voit une sorte de baie vitrée. Comme je vous disais, je parlais beaucoup d'aquarium, donc ça me plaisait bien de tout mélanger. Et il est vrai que le terme de parasite a servi à beaucoup d'épuration. Et on a commencé à désigner les Roms, les Juifs, les homosexuels, toutes ces personnes sans terre, sans identité fixe, de corps et d'esprit, sous ce vocable-là. Et donc il y avait une dimension politique, parce que d'un coup, il y a ceux et celles qui ont droit à leur image, et puis celles et ceux qui n'y ont pas droit. Donc les personnes aussi racisées, on parlait des femmes, etc. Donc la question de la larve et du parasite est devenue effectivement un enjeu politique. Encore une fois, je vous ai dit, je pense qu'on parle plus de nous en tant qu'humains que du vivant en général, mais voilà, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, et que je pense que cette métaphore qui n'est pas de moi, qui a été remobilisée par d'autres, elle fait écho. On voit bien que dans l'histoire, voilà, il y a des... Voilà. Et dans ce film, notamment, qui sont les parasites, en fait? C'est là où... Ça, c'est un livre de Michel Serres aussi qui est très pratique. C'est que on voit bien que les parasites, on s'imagine dans un premier temps que c'est cette famille, je crois que c'est la famille Cadec, qu'elle s'appelle, je sais plus. Et je crois que c'est la famille Park, la famille des riches. Au début, on s'imagine que les parasites, ce sont donc ceux qui vivent dans les sous-sols. Rappelez-vous, leurs toilettes sont au-dessus dans le film, comme si en fait ils étaient en dessous des toilettes, puis après il y a le déluge, il y a le débordement. Bon. Mais le parasite peut être aussi, il y a toujours une réversibilité. Et donc, on se rend compte que la famille de riches, etc., va avoir des domestiques pour conduire la voiture, pour nettoyer la maison, pour donner des cours, etc. Et finalement, la dimension du parasitisme peut être une métaphore aussi de cette économie d'exploitation, d'extractivisme, etc., néolibérale. Et donc, qu'en soit le
capitalisme est aussi une forme de parasitisme qui rend malade, rend invisible des corps, des minorités. Voilà, donc toujours, on parlait de point de vue, mais ça se déplace par-dessus, par-dessous, et on navigue toujours, voilà, comme ma cartographie qui est en fait en trois dimensions, qui traverse le temps, qui tente de traverser les géographies, mais j'ai pas suffisamment de culture pour tout faire. Le titre complet de ton livre, c'est Le livre des larves, comment nous sommes devenus nos proies. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce sous-titre? Et je pense au thème de cette édition de Cité Philo, nous vivants. Quel est ce nous dont tu parles dans ce sous-titre? Avant le nous, les proies. Donc comment nous sommes devenus nos proies? Vous avez compris qu'on se retrouve dans un système un peu prédateur où la question de la visibilité s'inverse contre nous. On devient nos propres cibles, même d'un point de vue politique de surveillance, mais aussi lié à l'idée qu'on va modéliser, anticiper des comportements. Donc on est une cible, voilà. Et donc les larves, du fait qu'elles sont un peu imprévisibles, que parfois elles se camouflent, elles ont la possibilité de se cacher derrière les radars, me permettait d'avoir une forme d'image de résistance à ce monde d'hypervisibilité que je ne condamne pas unilatéralement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les proies. Comment nous sommes devenus notre proie, c'est comment notre regard prédateur s'est renversé sur nous, à stigmatiser certaines minorités, pour le dire rapidement, pour qu'on se comprenne vite, donc avec des appareils de visibilité, aquarium, réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. Et le nous, dans le cadre de cette conférence, je pense que là, c'est peut-être encore autre chose, c'est que, on l'a compris, il y a une sorte de nous élargi, ça se dit depuis longtemps. Il y a un nous qui va aussi prendre en compte tous ces invisibles, toutes celles et ceux qui n'ont pas le droit au chapitre, donc on l'a parlé au niveau des humains. N'oubliez pas que les invisibles constituent 80% de la biomasse. Donc des êtres un peu microscopiques, etc. Et puis c'est aussi tous ces êtres à la frange du vivant, du non-vivant, du non-être. C'est un peu ces fantômes, ces esprits. C'est tout ce qui constitue en fait quelque chose dans lequel on doit aussi... Il y a une notion qui est très importante dont on n'a pas encore parlé, c'est donc le moment de le dire. C'est tout ce qui est immonde. On l'a dit, le début, c'est les larves, et immonde, c'est ce qui est hors du monde. Et mundus, et vous imaginez bien que j'ai regardé l'étymologie, mundus, c'est ce qui est net, propre et ordonné. Et évidemment, la conception d'un mundus a été le jouet d'une modernité occidentale qui a voulu classifier, ordonner, rendre propre ce monde. Donc il s'agit maintenant de prendre en considération cet immonde, ce qui ne rentre pas dans... voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est juste que moi j'utilise la larve pour le dire. De là que tu sembles valoriser un certain courage à maintenir le regard, à rester immobile, à voir ce qui est ordinairement tenu pour obscène ou pour immonde, alors que on pourrait avoir tendance à penser, je pense au passage de... 4e livre de la République de Platon, où ce personnage de Léontios se trouve à proximité de cadavres. Il a à la fois le désir de les regarder, en même temps il s'en fait le reproche. Il y a un mouvement de répugnance qui lui fait détourner le regard. On se dirait a priori que la vertu consisterait à détourner le regard, à se retenir de voir. Et toi, c'est comme si tu semblais dire qu'au contraire, il y a une vertu, où il y a un courage, où il a, dans certains cas, à maintenir le regard et à regarder ce qui est immonde ou ce qui est obscène. Alors, on revient sur une question du regard. Alors, est-ce qu'il faut maintenir le regard avec cette dimension presque autoritaire? Je ne sais pas. Mais les immondes, donc c'est ce qui est hors du monde, c'est ce qui est obscène. Et l'obscène, encore une fois, quand on reprend l'étymologie, c'est ce qui est hors de la scène, ce qui est hors des convenances. Donc, il faut pouvoir l'accueillir. Mais c'est quand même inscrit dans notre ADN que d'avoir peur des larves et des asticots. Moi, je vous avoue, hein, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais sur mon siège. Mais une anecdote que je vous partage, parce qu'en fin de compte, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah, Marion, grâce à toi, maintenant, on peut regarder les asticots sans trop flipper. » Mais
un été, l'été où je rédigeais, là, en 2019, mon ouvrage, j'ouvre ma poubelle, là, des asticots partout. Donc, premier réflexe, vite, vinaigre blanc. Mais là, en fait, je me suis calmée et je me suis dit, bon, on va les regarder un petit peu, on va les observer. Donc, j'étais face à ma poubelle avec ces petites bestioles, là. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais jamais observé, je n'avais jamais pris ce temps-là. Donc, je ne suis pas entomologiste, mais quand même, j'ai un travail de terrain. Donc, je regarde ma poubelle et là, je me rends compte qu'il y a différentes attitudes. C'est-à-dire que, vous savez, un insecte, souvent, il se paralyse, il fait le mort, il fait semblant, parce que du coup, c'est pas de la bonne chair à manger. Et puis, en fait, ce qui apparaît, c'est que il y avait plusieurs petites larves, il y en a qui sont immobilisées, puis comme je bougeais pas, d'autres ont recommencé à manger, tranquille, d'autres continuent à se cacher, elles avaient flippé, puis d'autres sont revenues, puis d'autres ont... Et en fait... chacune avait une réaction, un type d'improvisation qu'on appelle instinctive, mais en tout cas tout à fait aussi créative, de réagir à ma présence. Et c'était aussi une manière pour moi de me réconcilier avec des choses qui me dérangeaient de façon, comment on appelle ça, épidermique. Et voilà, donc je vous mets depuis tout à l'heure cette image et maintenant je pense que vous les aimez bien, il faut les reconnaître. Regardez, il y a les larves de hannetons et puis les larves de cétoine, mais en fait, toutes ces bestioles en fait, sont des recycleurs. C'est grâce à eux qu'on ne vit pas dans des immondices. Vous savez ce qui s'est passé en Australie quand... Non, mais voilà, j'ai pas... On a le temps. Donc en Australie... ouais, 17h20. Mais elle est rigolote cette histoire, ça nous détend. En Australie, ce qui s'est passé, c'est que pour un peu, comment on appelle ça, avoir une espèce d'agro-agriculture, on a importé des bovins sur le territoire australien. Il faut manger de la viande quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que les bovins, ils ont des déjections, ils font caca. Et en fait, en très 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 peu de temps, les terres australiennes ont été recouvertes de merde, de caca, de déjections. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les petits scarabées bousiers de là-bas avaient, eux, habitude de rouler les cacas des marsupiaux qui sont plus légers, qui sont plus... Voilà. Et donc, jusque dans les années 60, le gouvernement et les autorités compétentes ne savaient pas comment faire. Donc, on essaie de nettoyer. Puis, en fait, il y a vraiment des cartes qui montrent que les terres ne deviennent plus du tout cultivables. C'est vraiment recouvert. Donc, c'est très fertile, mais en fait, il n'y a rien qui pousse. Donc, l'idée de génie, c'est qu'on est allé récupérer des petits scarabées bousiers d'Europe et d'Afrique parce qu'eux, ils savaient rouler les crottins de bovins. Voilà. Donc, sans ces petits insectes de la mort qui mangent, comme ici, qui mangent toutes ces déjections, qui font qu'on a un air aussi qui est respirable. C'est pour ça qu'il faut les accueillir, parce que sans elles et eux, sans ces petites choses, qui en plus... petite histoire que je vais vous raconter, mais regardez, souvent on a considéré que les insectes, les insectes, on a compris qu'il y avait des formes lavaires. Les anciens n'ont pas compris directement que la même espèce pouvait passer par différents stades. Alors des fois, on voyait une espèce de sticot, enfin une espèce de ver, on lui donnait un nom, puis un adulte, on n'avait pas compris que c'était la même, on lui donnait un autre nom. Donc ça, c'est un processus qui a mis longtemps à s'inscrire dans l'idée parce qu'on était dans une vision fixiste, créationniste. Carl von Linné, pour lui, en fait, l'humain, il est arrivé comme ça. Quand Darwin a parlé du singe et tout, c'était compliqué. Bon, je vais reprendre un vocabulaire tranquille. Donc, l'Église a commencé à dire ce sont des générations spontanées. Et puis, comme ils se divisent et qu'on croyait que, vous avez vu que les comment on appelle ça, là, les mantes religieuses, parce qu'elles ont les pattes comme ça en signe de dévotion, elles peuvent se faire manger mais elles continuent à manger. Donc on s'est dit, elles meurent pas. Donc c'était très louche. Et tous ces insectes ont été décrits comme des espèces diaboliques. Diabolos, c'est celui qui divise, c'est le grand diviseur. C'était donc des espèces qui n'étaient pas dignes en fait d'être sur Terre. Et donc là, quand on voit des têtes de mort, des cornes de diable, des masques, c'est la tromperie, c'est le rouge de la violence. Et encore une fois, tous ces insectes, par association bizarre d'idées, sont venus à désigner ces histoires. Donc je ne sais plus pourquoi je racontais ça, mais quand même. On était parti du nous, de comment nous sommes devenus nos proies. Donc nous, recycleurs et cornifleurs, parasites que nous sommes. Alors peut-être, j'aurais une dernière question à te poser. Ensuite, je proposerai
public de te poser leurs questions. Il y a un chapitre à la... C'est l'insecte, c'est l'entomologie, c'est les insectomes, là. Et la plupart des insectes, excuse-moi, hein, mais la plupart des insectes ont été nommés du terme de petit diable. Hein. Même la menthe religieuse, on a dit donc religieuse, petit diablotin des prairies, c'était tous des diables. Je ne sais pas si vous avez dans vos imaginaires des noms d'insectes. Petit diable. Ok. Donc il y a un chapitre à la fin de ton livre qui porte pour titre la phrase « La chose la plus difficile à faire est de ne rien faire ». Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le sens que tu donnes à cette phrase, sur l'idée d'une puissance de ne pas faire ceci ou cela, par opposition à la puissance de faire ceci ou cela, et sur le personnage de Bartleby, issu de la nouvelle Bartleby le scribe d'Herman Melville, que tu convoques dans ce même chapitre. Wow, ça fait beaucoup de questions. Hein, pardon. Alors, donne-moi la main, comme ça je fais mot par la mot. chose la plus difficile à faire est de ne rien faire. Alors ça, on le sait, hein, c'est très difficile de ne rien faire, hein, parce qu'on fait toujours des choses. Oui. On a parlé de la métamorphose de Kafka, donc Gregor Samsa, qui en fait métamorphose toute sa famille du fait de cette forme, voilà. Dans Bartleby, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce personnage qui arrive dans une office de notaire où tout le monde est affairé au négocium, et lui, il se cale là, il mange ses gâteaux de gingembre et il dit « I would prefer not to », je préfère ne pas. Et en fait, il met tellement le chaos dans la pensée de tout le monde que petit à petit, tout le monde part de l'office. Le notaire change de lieu et Bartleby se fait arrêter pour vagabondage. Alors en fait, il ne bouge pas, il ne fait rien. Bon. Donc c'est un peu ensemble, on dirait toujours que c'est la même histoire. C'est que celui qui sait faire est mis en déroute par une espèce de chose qui frappe l'imaginaire, la raison, ce qui devrait être, c'est-à-dire faire. Et quand même, on est dans une société où on nous invite à faire, produire. Et alors là, il y a un petit truc qui est sympa, c'est encore une fois mes étymologies. Je n'avais pas remarqué à quel point j'étais une vénère des étymologies, mais dans l'idée de far niente, ne rien faire, si on reprend le terme à l'envers, c'est feindre, c'est feignant avec un A, qui feint avec un E. Non, attendez, c'est feignant avec un E. Non, je suis dyslexique, alors du coup, le A, le E. Bon, en tout cas, il y en a un qui fait semblant de feindre, c'est-à-dire de faire semblant d'avoir un masque, de faire semblant de se cacher. Comme ici, c'est la réduve masquée, qui se met de la poussière ou des déjections dessus. À l'idée, il y a eu un truchement comme ça dans les mentalités où de feindre, on en est venu à far niente. Enfin, vous avez compris, quoi. C'est vraiment les jeux de mots qui ont fait que l'insecte, on en est venu à penser que le deuxième terme, ne rien faire, l'état larvé. Voilà. Et donc, dans nos sociétés qui nous invitent à performer, à produire, etc. Ne rien faire, c'est aussi un acte de résistance. Bon, alors quand le livre est sorti, au moment du confinement, je me suis fait traiter de macroniste parce que on me disait mais on ne peut pas parler des larves alors qu'on est tous coincés à la maison, on ne fait rien. Mais il faut aussi le repenser, le remettre comme... et des masques, en plus on était masqués. Je me faisais voler mon sujet. Bon, enfin voilà, je pense que j'ai répondu. C'est aussi cette idée-là de pas forcément suivre une économie qui voilà. Et bon, j'ai pas mis la légende, mais ça c'est la réduve masquée et en latin c'est reduvus personus. Donc il y a encore cette idée de personne. Et c'est fascinant parce que ces insectes, si on les met, si elle est là. Reduvus personatus. Il y a un artiste qui s'appelle Hubert Duprat qui lui s'est intéressé aux larves de tripoptères qui vivent sous l'eau et qui se façonnent des espèces de fourreaux, donc des espèces d'étuis, avec ce qu'elles trouvent un peu à proximité, des petites brindilles, des petits coquillages, etc. Donc un peu marronasse, couleur étang. Et il s'est demandé si on les mettait dans un autre environnement, des paillettes d'or, des opales, des rubis et tout, est-ce qu'elles vont se confectionner ce fourreau avec ces matériaux-là? Non seulement elles le font,
parce qu'en fait, leur environnement est lui-même très lumineux. Mais ce qui apparaît, c'est que ça met en déroute l'idée qu'elles se cachent pour ne pas être vues. Elles se cachent, mais en fait, elles apparaissent avec cette matière-là. Elle est super contente d'avoir de la poussière. Elle trouve ça magnifique, peut-être. Et alors, ce que me disait Hubert Duprat, qui a posé un brevet pour pas que les joailliers lui volent son projet, c'est que alors qu'une opale et je ne sais pas quelle autre pierre précieuse avait le même micronage micronage, je ne sais pas si ce mot existe, mais le même poids, il y avait des choix qui s'opéraient, c'est-à-dire qu'il y avait la couleur bleue qui sortait plus préférentiellement que le rouge. Et donc là encore, on revient sur l'idée qu'il y a potentiellement aussi... Alors tout ça semble un peu... mais il faut voir, c'est une question qui se pose, quoi. Voilà. Donc se fondre dans l'environnement comme pour devenir l'environnement, donc qui remet aussi les contours d'une identité en question, ce qui aussi pourrait nous inviter à opérer comme ça. Donc il y a aussi des questions d'anonymat élargi, où on s'enlève cette question de l'identité par laquelle on a commencé. C'est un peu ça mon projet, pour redevenir monde. Alors ici avec une forme un peu imagée. Bon ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Je regarde l'heure, mais peut-être une toute dernière question avant de faire passer le micro. Tu évoques, c'est dans les dernières pages de ton texte, le travail de l'artiste français Pierre Huyghe, et notamment une vidéo intitulée Human Mask, que tu décris, et qui est de façon très saisissante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre et des raisons qui t'ont amené à la faire intervenir à la fin de ton Alors, livre. c'est une vidéo. Et donc là, on est sur... c'est une ambiance post-apocalyptique, Fukushima, tout est un peu vide, il n'y a plus personne. Il y a d'ailleurs, il y a des asticots dans des frigos, enfin, il n'y a plus personne. Et puis d'un coup, on voit une petite fille qui court habillée en écolière, et puis on la suit. Puis cette petite fille, elle se touche les cheveux, on la voit qui... Et en fait, au bout d'un moment, on comprend que c'est un chimpanzé qui a un masque un masque de théâtre comme celui-ci. Et là, bon, évidemment, ça crée un sursaut. Enfin, moi, je l'ai vu avec des spectateurs, ça crie et tout. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que, comme je vous le disais, le masque est aussi peut-être la condition pour que l'humain devienne humain. C'est aussi cette forme qui nous fait devenir un jeu par le truchement de philosophie, de pensées religieuses, de croyances, etc. Et que, voilà, on est peut-être... c'est un peu notre prothèse, mais oui. Je ne réponds pas très bien à la question, mais... Cette vidéo, tu l'évoques dans un chapitre qui s'appelle « Pour en finir avec le narcissisme d'espèce ». Oui, c'est un peu dans la continuité de ce que je vous disais, c'est que toute espèce a peut-être des organes de l'apparat. Nous, c'est peut-être comment on a des techniques de soi qui, par nos vêtements, nos choix de masques, etc., nous permettent de devenir peut-être d'autres personnages, mais qu'il faut aussi considérer qu'il y a aussi peut-être du narcissisme chez d'autres espèces qui décident, comme celle-ci, de se recouvrir de poussière. C'est son masque à elle, si vous voulez, c'est sa façon d'apparaître en disparaissant et en apparaissant malgré tout. De là, le titre peut-être en partie provocateur, surprenant, que tu avais donné à une intervention précédente qui s'appelait « Cosmétique de la larve », je crois. Oui, parce que cosmétique, encore une fois, c'est un mot un peu galvaudé, c'est cosmétique, c'est maquillage et tout ça, mais en fait, il y a de la cosmétique comme équipement technique dans tout le vivant. Et cosmétique, n'oublions pas que c'est aussi un écho à cosmos. Donc on revient aussi sur une question de monde, d'environnement qui nous traverse, et on n'est pas coupé, et on est fait de ça. Et donc ça redéfinit aussi une notion ontologique qui est aujourd'hui peut-être même problématique parce qu'elle se focalise sur l'être, alors que nous on parle de devenir, de porosité, de quelque chose où on devient un monde plutôt. Enfin là, c'est notre copain Deleuze et Guattari qui disait ça à l'époque, mais il faut le remettre au goût du jour avec d'autres registres. En tout cas, j'y participe un peu. Merci. Merci à toi. Alors, si certains d'entre vous ont des questions ou des remarques, questions à poser à Marion, on a un petit moment à y consacrer. Peut-être pas le visage. J'ai pas. Ici, parce que c'est enregistré, pour ça. Ah, d'accord, ciel. Alors,
Personnellement, c'est pas une question, mais une réflexion, parce que je reviens sur l'idée du petit questionnaire au début, sur qu'est-ce qui... Les larves, c'est quoi? Donc apparemment quelque chose d'un peu nébuleux, pas des réponses un petit peu ordonnées en catégories, mais pas nécessairement. Alors, voilà, c'est juste un questionnement. C'est pas une question précise. Je me suis demandé moi-même comment j'aurais répondu, évidemment. Et je me suis du coup demandé, pour des raisons que je vais évoquer en 2 minutes, si, comment dire, voilà, ce champ sémantique n'était pas un petit peu différent d'une langue à l'autre, ça aussi. Et je pense à l'italien, parce que mon domaine, c'est l'opéra. Et c'est évidemment dans ce sens que j'aurais répondu, parce que dans les livrets d'opéra, qui sont des émanations quand même un petit peu... Enfin, certains sont géniaux, mais en général, c'est quand même un révélateur un tout petit peu, comment dire, simplifié de très grandes œuvres littéraires. Par exemple, là, bon, pour faire simple, l'Orfeo de Monteverdi reprend un peu bassement, comment dire, des terminologies ou, par exemple, issues de Dante. Voilà. Et moi, j'aurais répondu dans ce sens-là, c'est-à-dire que bizarrement, dans le domaine du livret d'opéra italien, c'est un terme récurrent, qui apparaît souvent, et c'est intéressant parce qu'on a parlé d'image et de Saint-Mélan, si on pense au domaine théâtral, et je veux dire, et qui revient souvent, et qui est en effet, comme vous disiez, totalement associé à l'inerte, à l'enfer, au masque, pas nécessairement à la petite taille. Et c'est intéressant parce que du coup, ça revient à la fois chez Handel, chez Verdi, chez Mozart, tout ça. Je prendrai juste un exemple dans l'ère de Banquo, donc le personnage qui apparaît comme le spectre dans le Macbeth, issu de Shakespeare, mais de Verdi. C'est le terme de larve, et c'est quand même intéressant, intervient sur la note culminante et la note la plus longue, et donc la note la plus signifiante. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est un domaine où en tout cas, enfin, on se rend compte que la larve est complètement théâtralisée. C'est bien presque un personnage absent, mais un personnage de théâtre musical, quoi. Donc, merci, parce que je n'avais pas conscience de toute cette histoire, évidemment. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais des latins, des romains dans le droit romain, et effectivement, la larve, c'est d'abord et en premier lieu, et vraiment tapez sur Google, vous verrez les premières définitions, c'est le spectre, le fantôme, ensuite le masque, et on a l'impression que 4 km plus tard, c'est l'insecte du Ménil, quoi. Et je pense, oui, bah c'est cette histoire-là aussi que raconte tout ça. Et puis ça me fait penser à la Commedia dell'arte, où justement il y avait toute cette question des masques. Et on voit bien aussi que dans l'histoire de l'art, la question du portrait disparaît, revient. Et toujours il y a une espèce de décalage où le grotesque va nous informer en tant qu'individu. Bon, voilà, moi je me situe un peu à cet endroit-là, inconfortable, où je ne savais plus qui était quoi. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je vous remercie en tout cas parce que c'était pas... un personnage théâtral, ouais. Caché, qu'on ne voit pas, masqué, et qui pourtant apparaît, qui apparaît sous les songes, les frayeurs, les frileurs. Ce sont des tisseuses aussi. Hein. Souvent, il y avait cette métaphore avec les méduses de Dana Haraway, qui sont des créatures cnoniennes, donc de la nuit, sous terre, etc. Mais les méduses, c'est joli quand même, voilà, alors que c'est vraiment des parasites de l'océan, parce que le réchauffement climatique. Mais les larves, comme les méduses, véhiculent tout cet imaginaire. Sont des puissances féministes, des puissances décoloniales, si on va par là, puisque bon, je n'ai pas parlé de tout, mais on aurait pu parler de marronnage. Bon, je vais arrêter. Pardon, excusez-moi. Alors merci, parce que moi j'étais très contente de venir ici, et quand j'ai des amis, je dis bon, je vais voir les larves. Ils ont fait exactement ce que vous aviez dit au début, et moi ça fait un moment que je réfléchis sur le vivant et sur la bonne conscience qu'on a du bon côté de ceux qui protègent le vivant, alors qu'on tue les insectes. Enfin, on a les rats, ça nous dégoûte, et que c'est des grosses bêtes. Après, quand on va dans les plus petites, effectivement. Donc, cette question, ça rejoint un questionnement qui m'habite depuis un moment.
Et j'avais lu aussi un truc, je pense que c'est Kotsiak, qui s'appelle La Métamorphose, et qui m'avait aussi beaucoup fascinée. Sorti au même moment, ouais. Et qui, lui, parlait de, finalement, qu'on est sans arrêt en train de se transformer et qu'on est finalement, grâce à toutes ces petits êtres vivants qui sont invisibles ou visibles ou qui viennent enfin de notre vie, mais dans un cycle où... Donc je trouvais que vous l'avez un peu évoqué, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant autour de cette question dans une pensée d'un cycle dynamique, de pas être... Enfin, vous l'avez évoqué plusieurs fois, je me disais, ben, elle va peut-être développer, mais c'est pas parti par là. Non, mais effectivement... Et je trouve que c'est intéressant de justement nous... Enfin, moi, ça m'évoque quelque chose de, en fait, une pensée qui est plus... Enfin, comment faire pour entrer dans une pensée plus dynamique et moins figée quand les mots, ils figent. Absolument. Les définitions, voilà. Enfin, je trouve que vous êtes sur ce terrain-là. Ce n'est pas vraiment une question, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Je vous remercie beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant, vous réfléchirez à 2 fois avant d'écraser une mouche. Les mouches sont des pollinisateurs, hein. Attention, hein. Ça sert quand même à la fécondation des plantes. Ce sont des symbioses aussi. Mais oui, cette question de la métamorphose revient parce que l'époque aussi nous invite à cela. Elle a toujours été présente en fait depuis des années et des années, hein, mais il y avait d'autres mots. Il y a 15 ans, métamorphose c'était super ringard, hein. On parlait d'hybride déjà ou de symbiose. Emanuele Coccia, lui, c'est très beau parce qu'il le remet, d'ailleurs il est italien, donc il y a aussi toute cette tradition, je pense, qui est là inscrite. Et effectivement, c'est le point de départ, un point d'arrivée, mais en fait, il n'y a ni point de départ, ni point d'arrivée. C'est une vie, il l'explique très bien, qui se poursuit de corps en corps. Et lui aussi parle de chenilles. Et encore une fois, c'est aussi ces espèces qui ont la capacité de changer de milieu, sous l'eau, dans les airs, sous terre, dans le corps, sur le corps, etc. Et donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut envisager, c'est le rapport au milieu. Peut-être certains souhaitent nous faire part de ce à quoi ils auraient pensé, ces termes, cette évocation de larve. Quelle était votre curiosité malsaine à venir ici ? Bonsoir. Merci pour votre exposé. Il est très intéressant. Ceci dit, est-ce que cette métamorphose, la larve, est-ce qu'en quelque sorte, qu'elle représente pour vous, enfin, qu'elle représente un masque, est-ce que son évolution ne l'amène pas à se faire brûler les ailes une fois qu'il s'est métamorphosé ou s'est transformé, en cherchant plus que la lumière? En cherchant plus que la... En fait, est-ce que... C'est-à-dire, on a l'an, parce qu'il y a des insectes, comme vous savez, dès qu'ils voient de la lumière et tout ça, bon, bah, ils s'émerveillent, bien sûr. Ils arrivent, et à ce moment, malheureusement, des fois, ils se brûlent les ailes. Oui, ils se brûlent les ailes. Mais en fait, vous voyez, moi, je me situe non pas à ce moment où on est le papillon, on est l'imago, on est l'image achevée, on est l'image de la reproduction, on est l'image qui va vers les cieux, les lumières, justement, avec cette question les lumières au sens d'une espèce de raison aussi contre quelque chose de sombre. Et c'est là où je suis plutôt de la famille de ces écoféministes qui vont chercher la boue, la terre, le sol, l'ombre, l'invisible, etc. Non pas pour dire c'est mal les lumières, mais c'est pour dire qu'il existe aussi cet immonde. Et donc c'est pour ça que je valorise cet état larvaire, qui est un état, on l'a vu, qui peut être politique, dissident, de résistance, qui est un état de la métamorphose, un état qui se situe dans aucune case du tableau taxonomique. Donc je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais voilà. Peut-être oui, ne pas chercher trop les lumières et rester un peu dans cette ombre peut être salvateur à certains endroits et à certains moments. Et voir qu'en fait on est visible aussi dans cette ombre. C'est là où il y a toujours un truc un peu dialectique qui tourne en boucle dans ce que je fais, où des fois je me demande mais je me perds pas. Est-ce qu'on voit, on ne voit pas, on camoufle, mais en fait on apparaît. Je réponds Est-ce que toute transformation, moi je vais en arriver là, toute transformation d'un être quel qu'elle soit, peut être un peu fatale pour, disons, pour sa vie et notamment pour alors, chercher dans ce masque
une certaine une survie. Dans la façon dont je comprends votre question, donc est-ce que l'image, toute transformation peut-elle être fatale? J'y vois comme une sorte d'aboutissement, de finitude, alors que là, il y a l'idée qu'il n'y a pas de fin. La transformation, elle sera au-delà de nous. Et l'espèce humaine peut-être se métamorphosera en autre chose. On est déjà un petit peu métamorphosé avec l'arrivée du Covid, etc. Notre ADN porte cette empreinte-là maintenant. On est toujours dans cette multiplicité-là. Donc non, l'évolution, c'est un mouvement continu. Alors il y a des espèces qui s'éteignent, mais puis qui réapparaissent. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a un mouvement tout le temps, un cycle. Et juste la dernière, être proie justement à ces larves ou proie à nous-mêmes. Est-ce que vous pensez un petit peu après, c'est-à-dire après la vie, c'est-à-dire la mort? C'est-à-dire quand un corps effectivement se décompose, et les premiers, comment on appelle ça, les premiers prédateurs qui nous attaquent, ce sont les asticots. Ouais. Oui, du coup, on devient à travers eux. Notre chair qui se corrompt va nourrir et générer une vie au-delà de nous-mêmes, dans ces corps qui serviront à nourrir des oiseaux, qui serviront à nourrir des chats. Donc en fait, c'est ça qu'il faut essayer de penser, c'est que notre jeu, notre âme, moi je trouve que le terme d'âme, il est un peu problématique parce qu'il nous embraye sur un chemin, il faut le décharger pour le recharger, si vous voulez. Voilà, notre jeu, il existe avant, il existe après notre passage d'individus et de moi. Voilà, donc les petits asticots qui nous mangent, tant mieux, parce qu'on redevient de l'humus, on redevient encore plus humain, parce que l'étymologie d'humus et humain, c'est la même chose, de façon humble. Merci. Par rapport à ce que disait monsieur, c'est intéressant parce que vous parliez de gestation, enfin de durée larvaire beaucoup plus grande éventuellement que la phase ailée et lumineuse. Donc on peut considérer aussi que, symboliquement uniquement, mais que cette durée pourrait être un petit peu au sens Alice au Pays des Merveilles, un refus de l'éclosion glorieuse. À la question de la production, de la reproduction, et on dit aussi d'une femme qui n'a pas d'enfant qu'elle n'est pas achevée. Enfin, vous voyez comment ça travaille les imaginaires à plein d'endroits. Hein. Il y a une symbolique de cette durée larvaire qui l'emporterait sur faut la prendre en considération. Sur la vie ailée. Ouais. Merci. Bonsoir. Voilà, mais moi je me suis fait une réflexion par rapport justement à cette continuité. Beaucoup de gens aujourd'hui, enfin beaucoup de personnes, souhaitent se faire incinérer. Donc, il y a une privation de larves à ce moment-là. Non seulement, alors par ailleurs, dans d'autres conférences, j'en parle et je montre même des captures d'écran de journaux qui disent qu'il n'y a plus de place dans les cimetières, qu'aujourd'hui, on a tellement de systèmes de conservation des corps que les corps ne se décomposent plus. Encore une fois, tout ça appartient à une tradition qui remonte ici. Hein. C'est-à-dire on cherche de la Chine à l'Égypte, par ailleurs, à embaumer les corps, à surtout qu'ils ne se dégradent pas. C'est toujours cette peur d'être mangé, d'être... Voilà. Et moi, je vous avoue que j'avais envie de me faire incinérer parce que je n'étais pas trop dans l'idée d'une tombe, d'un espace qui... voilà. Je ne sais pas maintenant. Je me dis, ça peut être chouette de vivre encore à travers ça. Mais après, mes cendres, si elles sont balancées pour donner un peu de fertilité pour des arbres, c'est pareil. Hein. On en parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est vrai que les corps ne se décomposent plus dans les cimetières. Bon, vous êtes sage, hein. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, juste dernière question. Tu cites Pierre Hadot, le voile d'Isis, qui distingue donc deux conceptions du rapport de l'homme à la nature et à l'animal. Une qu'il rattache à Prométhée, si j'ai bien compris, qui renvoie plutôt à la science, à la technique, à l'idée d'une
domination de l'homme sur le reste de la nature. Pardon, avec la fiction et le mythe de la technique, justement. Voilà, dont tu parlais tout à l'heure, et l'autre qui serait plutôt du côté d'Orphée, de l'art et d'une attitude contemplative et respectueuse du mystère de la nature. Mais en te lisant, donc, commenter cette distinction que fait Pierre Hadot, je me suis demandé si dans l'art, et donc notamment dans cette figure d'Orphée, il n'y avait pas aussi l'idée d'une forme d'emprise ou de contrôle sur la nature. Orphée, avec sa lyre, il charme les animaux sauvages. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine tradition en histoire de l'art, je pense aux pages que tu consacres à la nature morte, qui avalise ou participe de ce grand récit de la domination de l'homme sur le reste de la nature? Absolument. Dans les deux cas, donc dans ce livre, il y a cette double conception, un peu comme dans celle de l'aquarium, où d'un côté on contrôle, on a une visibilité du vivant, et dans l'autre cas on les voit comme sujets, et donc du coup il y a une espèce d'osmose, et on considérait que les poètes, les écrivains, les écrivaines, les artistes auraient le langage pour parler à cette nature, ce qui pour moi est une illusion également, parce que dans les deux cas, il y a aussi cette idée de lever le voile, et on voit bien que l'histoire de l'art a créé des gros problèmes dans cette appréhension de la nature. Les natures mortes, déjà dans la hiérarchie des genres, vous savez, c'est peinture d'histoire, portrait, parce que encore une fois, l'humain en deuxième, Paul II, puis peinture de genre, c'est quoi ? Bon, bref, dernier de la hiérarchie, c'est la nature morte, qui dit bien ce que c'est. C'est une nature qui est encore une fois considérée comme inerte, inanimée, sublimée, qui va un peu faire penser aux vanités. D'ailleurs, on voit plein de petits papillons comme motif de ce côté un peu éphémère et fragile. Et encore aujourd'hui, même si dans le champ de l'art contemporain dans lequel je suis, il y a énormément d'expositions sur la question écologique, des artistes qui travaillent la question du vivant pour justement voir le vivant, etc. Il y a beaucoup d'erreurs qui se poursuivent, comme mettre du vivant dans des centres d'art qui ne sont pas du tout leur milieu de vie, donc qui sont aussi, encore une fois, ces espèces d'aquariums, ces espèces de vitrines. Et en fait, les insectes meurent ou d'autres formes de vivants meurent dans ces espaces. Donc, c'est pas comme ça qu'on va éveiller les publics à avoir une qualité d'attention, pour reprendre une expression de Baptiste Morisot, à l'endroit du vivant. Donc, c'est une réflexion qu'il faut poursuivre, parce que l'art instrumentalise, crée son discours, est au service d'idéologies qui sont pas toutes bonnes. Hein. Non, je crois pas. Zoo comme le zoo. Ouais, le zoo, c'est la vie, c'est aussi cet espace où on présente du vivant. Je vais me le noter. Non, je ne connais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Merci. Et merci infiniment Thibaut et à toute l'organisation.